Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public que je vais m'efforcer d'introduire avec une voix qui ressemble plus à celle de François Mauriac qu'à celle d'un baryton se préparant pour l'ère du toréador. Mais néanmoins, nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est consacré au voyage au cœur du complotisme. Pourquoi consacrer un numéro à ces fables, se demande Le 1, et aux modalités de leur propagation? Parce qu'elles sont à ce point puissantes qu'elles structurent la vision du monde d'une large part de nos contemporains, jusqu'à représenter une menace pour le bon fonctionnement de nos démocraties. Le Nouvel Esprit Public n'a pu voir le jour que grâce à vos contributions, puis lorsque Radio France a prétendu en vain obtenir des tribunaux qui nous empêchent de poursuivre notre entreprise, grâce à la compagnie MMA, dont le soutien financier nous a permis de faire face aux frais qu'entraîne un procès, puis un appel, même lorsque l'on gagne les deux. Ce soutien a pris ensuite la forme d'une convention triennale. Il a été décisif et j'en remercie chaleureusement les initiateurs. Mais M. de la Palisse dirait qu'une convention triennale s'achève au bout de 3 ans. C'est le cas de celle que nous avons signée en 2017. Nous devons donc aujourd'hui retrouver 50 000 € pour assurer l'avenir de notre podcast et pour en maintenir la vitalité. C'est pourquoi nous lançons une campagne de financement à laquelle vous pouvez souscrire en vous rendant sur notre site lenouvelespritpublic.fr. Votre soutien sera défiscalisé à hauteur de 66%. Si 140 auditeurs nous soutiennent à hauteur de 30 € par mois, ce qui ne leur en coûtera que 10 après défiscalisation, nous récupérerons ces 50 000 € annuels. Si 210 d'entre vous nous font un don mensuel de 20 €, 7 € après défiscalisation, le résultat sera atteint. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit dépassé. Et bien entendu, les dons ponctuels sont et restent les bienvenus. Pendant le premier confinement, nous n'avons manqué qu'un seul rendez-vous du dimanche. Mieux, dès la fin mars, nous avons diffusé un bada hebdomadaire au cours duquel celles et ceux de nos auditeurs installés hors de France ont décrit la situation sanitaire, sociale, politique, là où ils vivent. Pour la saison 2020-2021, nous entreprenons une nouvelle série de suppléments consacrés cela au monde de la culture. C'est un univers dont on a souligné l'importance économique, mais c'est un univers fait d'une quantité de professions dont beaucoup sont méconnues, ignorées ou fantasmées. C'est aussi un univers qui subit la crise actuelle avec une rigueur toute particulière. Notre projet est d'interroger des protagonistes de l'un ou l'autre des métiers de la culture, des protagonistes, mais aussi des seconds rôles, des petites mains et, plus généralement, des artisans si divers et si nombreux qui font vivre cet univers. Nous leur demanderons de nous faire voir midi à leur porte, sans prétention à la sociologie, mais plutôt à une mise au pot commun de leur expérience. Vous pouvez d'ores et déjà écouter le premier de ces entretiens sous l'onglet Bada. Il y est question de l'opéra comique, de l'évolution des goûts du public, du théâtre des Bouffes du Nord, de la mise en scène, du répertoire, de Peter Brook et du public. Mon invité est Olivier Mantéi, directeur de la salle Favart, l'opéra comique, mais aussi successeur adoubé par Peter Brook aux Bouffes du Nord. Donc, pour que le Nouvel Esprit Public continue et qu'il se développe, rejoignez notre campagne de financement. Merci. Intéressons-nous maintenant à la situation politique intérieure.
Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, après une série d'actes terroristes, alors que les Français étaient confinés depuis 8 jours, le 8 novembre, aux 20 h de TF1, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il allait se présenter pour la troisième fois à une élection présidentielle. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a déploré l'ambition égoïste de Mélenchon et observé que la gauche et les écologistes, s'ils veulent gagner, ont besoin de se rassembler. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a pris acte de cette candidature sans bouger de sa stratégie nationale, en remarquant « Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'il a un projet, nous avons le nôtre, nous pensons que c'est un ou une écologiste qui pourra offrir l'alternative en 2022 ». Arnaud Montebourg, qui s'interroge sur sa propre candidature, s'est contenté de trouver que ça n'est pas le moment. Pour François Hollande, son ex-ministre ne représente pas une ligne différente de celle de Jean-Luc Mélenchon. Au Parti communiste, le secrétaire national, Fabien Roussel, a déclaré « Jean-Luc Mélenchon a fait son choix, je le respecte, les communistes feront le leur en temps voulu ». À droite, les Républicains avancent en rang dispersé face à l'exécutif. Après Christian Estrosi, le maire Les Républicains de Toulon, Hubert Falco, a prôné fin octobre le rassemblement derrière Emmanuel Macron. Un appel qui tombe très mal pour la droite, occupée à pilonner le chef de l'État sur les questions de sécurité, ainsi qu'à critiquer son plan de relance de l'économie. Parmi les sujets de débat qui marquent cette fin de quinquennat, outre les questions sanitaires, sécuritaires ou économiques, figure désormais également de nouveau la question migratoire. Pour faire face, le Premier ministre Jean Castex est à la peine et chute sévèrement dans les sondages. En attendant, le calendrier parlementaire promet d'être serré, loi autonomie, loi sur le séparatisme, mesures de la Convention citoyenne pour le climat, retour de la loi bioéthique et réforme des retraites à l'automne 2021. L'exécutif ne veut pas renoncer à sa réforme phare et entend mener ce chantier avant 2022. Dans ce climat anxiogène, à 18 mois des présidentielles, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier, publie une étude selon laquelle 59% seulement de nos concitoyens disent leur préférence pour la démocratie représentative. Ils étaient 64% en janvier. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. C'est assez fascinant que cette déclaration de candidature de Jean-Luc Mélenchon, parce que nous avons l'impression tous que nous sommes sortis du jeu politique habituel. Non seulement le droite-gauche ne se présente pas comme il était convenu de se présenter jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron, mais toutes les échéances présidentielles, l'attitude des partis, tout cela apparaît comme totalement éloigné des préoccupations des Français. Dans l'étude à laquelle il vient d'être fait allusion, les Français expriment simplement une très très grande distance par rapport aux enjeux politiciens. Ils ont envie de voter soit pour des partis révolutionnaires, soit ils ont envie de s'abstenir, soit ils veulent voter pour l'extrême droite. Et d'une façon générale, les partis de gouvernement représentent quelque chose d'extraordinairement minoritaire. De plus, les Français, quand on leur parle de l'élection présidentielle ou de l'élection législative, ont le sentiment qu'on se fiche d'eux, parce qu'ils sont confrontés à la pandémie, à la fermeture de leurs activités, à la difficulté d'emmener les gosses à l'école et de se préserver de la Covid. Ils sont effrayés par la montée de la pandémie, effrayés par les ravages de l'économie, et en plus, ils sont confrontés à une espèce de cinéma international avec l'élection américaine qui leur paraît, au bout du compte, extraordinairement déstabilisateur et menaçant. Donc l'idée que quelqu'un, un leader politique, arrive sur ses bases en disant « ben voilà, je vais vous dire, la politique c'est dans 18 mois, l'élection c'est dans 18 mois et moi j'y suis ». Je disais simplement que les Français étaient dans cette situation et vraiment d'absence totale d'intérêt pour les échéances politiques traditionnelles, et nous avons un leader traditionnel, lui, très traditionnel. C'est la troisième fois que M. Mélenchon se présente aux électeurs, devant les électeurs
pour briguer le mandat présidentiel, et il y a un retour business as usual qui est assez étrange. Pourquoi fait-il ça? Au bout du compte, quand on voit ce qu'il dit, il y a deux raisons qui sont assez sommaires et assez peu ragoûtantes. La première, c'est qu'il n'a pas fait tout ça pour laisser la clé à un autre, c'est ce qu'il dit. Donc, j'ai amassé mon petit trésor, je n'ai pas envie de le dilapider, mon âge s'avance, etc. J'essaie de le garder pour moi. C'est une réaction de vieux qui protège son patrimoine. Je crois que c'est un peu ça qui est présent. Et ça n'est pas absolument convaincant. Et puis deuxièmement, il veut prendre de vitesse tout le monde et dire j'y suis et je vais donc organiser autour de moi quelque chose qui se fera autour de moi parce que j'incarne la protestation et que les Français veulent la protestation. Mais on ne voit pas du tout sur quoi se fonderait cette dynamique, car Mélenchon, actuellement, voit son projet contrarié de trois manières. Il est d'abord contrarié parce qu'il s'oppose à d'autres leaders, à d'autres partis politiques qui sont certes mal en point, mais qui existent. Le Parti communiste n'a pas envie de se rallier à Mélenchon. Le Parti socialiste est certes prêt, si on en croit Olivier Faure, à renoncer à une candidature, mais à sa candidature, mais ça serait au profit d'une candidature d'union, et Mélenchon est tout sauf un candidat d'union. Et quant aux Verts, même si ils ont montré au cours des dernières semaines leur capacité à ne jamais échapper à leurs démons traditionnels, qui sont des démons suicidaires, malgré tout, ils ont réalisé à la fois aux européennes et aux municipales un score qui les met quand même en position très forte au sein de cet ensemble. Donc Mélenchon, de ce point de vue-là, ne fait pas l'unité, ne peut pas faire l'unité. Deuxièmement, il est effectivement, son projet politique est traversé de bout en bout par les problèmes de laïcité. Il est adossé à deux gauches dont il professe les valeurs de façon d'ailleurs assez extrémiste dans les deux cas, mais qui sont incompatibles entre elles, qui est l'hyper-laïcité dont il nous a toujours rebattu les oreilles, au point parfois de dire que c'était très bien ce que faisaient les Chinois au Tibet, parce que c'était en faveur de la laïcité. Manifestement, il n'avait pas plus de goût pour les moines tibétains que pour la calotte en France. Donc, une hyper-laïcité. Et sur ce fond d'hyper-laïcité, une complaisance à l'islamo-gauchisme qui est constante, permanente. Or là, ça traverse quand même quelque chose de très profond. Troisièmement, sur le plan économique et social, il incarne un anticapitalisme, une protestation qui, certes, séduit beaucoup les Français idéologiquement, mais les inquiète parce que nous sommes dans un système où les Français sont très conscients aujourd'hui que les économies occidentales telles qu'elles sont maillées, non pas simplement capitalistes, mais capitalistes et social-démocrates, et très profondément maillées entre elles à travers l'Union européenne, eh bien, ce système-là, c'est le système qui permet tant bien que mal de résister au Covid, de résister à la ruine économique, de faire face à toutes les dépenses sociales qui sont les nôtres et qui sont la condition de la survie économique et sociale. Donc l'idée de bazarder d'un coup tout ça n'est pas évident. Donc on a ce premier point qui est absolument massif et qui fait qu'on ne voit pas très bien vers quoi cette candidature devrait déboucher. Face à cela, on a un Emmanuel Macron qui est en situation très difficile, mais qui en même temps est parfaitement positionné, et une extrême droite qui, elle aussi, est traversée par des contradictions sur le plan européen en particulier, la même contradiction que celle que je viens de rappeler pour Mélenchon, mais qui, par ailleurs, est beaucoup plus en phase que l'extrême gauche sur deux points: la lutte contre l'islamo-gauchisme et contre l'islamisme,
qui est tout à fait sa tasse de thé, et puis quelque chose de beaucoup plus grave, de très grave, et qui est évident, c'est ce que vient de rappeler, les chiffres qui viennent d'être rappelés, la défiance croissante des Français à l'égard des mécanismes de la démocratie libérale dont ils ont le sentiment qu'ils n'apportent pas, qui ne leur apportent pas la sécurité, l'efficacité auxquelles ils sont en droit d'attendre. Donc, dans les deux protagonistes du parti tribunicien, je trouve que l'extrême droite, même si Marine Le Pen est en situation difficile, que l'extrême droite est quand même beaucoup mieux positionnée qu'un Jean-Luc Mélenchon, à la fois trop tardif et trop précoce. Béatrice Gibelin. Oui, moi j'ai été frappée par le nombre de spectateurs, d'auditeurs qui ont écouté Jean-Luc Mélenchon dimanche soir. Il y avait 8,5 millions de spectateurs, c'est beaucoup. Il a eu 8 minutes ou 7 minutes pour présenter sa candidature, mais ça veut dire qu'il y a quand même une curiosité ou un intérêt. Je sais bien que c'était sur TF1, mais quand même, ça m'a un peu surprise et un peu interpellée. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, j'ai regardé un peu Mélenchon, pas honnêtement pendant les 2h15 sur BFM hier soir, et déjà il a changé d'allure vestimentaire, il a abandonné sa veste un peu d'artisan en satinette noire pour un costume et avec toujours sa cravate rouge, et de loin il a toujours ce petit pins rouge, de loin on pourrait presque croire qu'il a la rosette de la Légion d'honneur, et je l'ai trouvé patelin. Il s'est jamais énervé, il a joué le vieux sage, il a joué le protecteur dans ces temps difficiles. Il se présente comme la lumière au bout du tunnel parce que évidemment son ego n'a pas changé et il est toujours bien là. Il prend vraiment une orientation, ou enfin on a l'impression en tout cas qu'il va se donner une allure paternelle, et je vais vous accompagner et je vais vous faire des lendemains qui chantent. Ce qui m'interpelle aussi un peu, c'est la reprise directe du programme qu'il avait mis en 2017 en disant au fond c'était un bon programme, il n'y a pas de raison de le changer, bon on va l'améliorer un peu à la marge, mais de toute façon c'est ça qu'il faut faire. J'avais dit qu'il fallait 100 milliards, et regardez on les a trouvés, c'est-à-dire il profite de la situation actuelle pour dire la mondialisation libérale c'était affreux, et maintenant tout le monde le reconnaît, la nécessité du souverainisme national, c'est ce qu'il fallait faire. L'Europe est en train d'évoluer. J'ai toujours été pour l'Europe, mais pas pour une Europe libérale. Et voilà, c'est le chemin un peu que ça prend. Voilà le discours en disant, au fond, les faits me donnent raison. Donc, mon programme est le bon et tous les autres viendront en fait derrière moi. Alors, le jeu, peut-être auquel il ne s'attendait pas, mais on a déjà tendu la main, c'est Arnaud Montebourg. Qui visiblement retrouve de l'appétit pour la politique, si on n'avait jamais imaginé qu'il l'avait perdu. Et aussitôt, son allié, ou son aide de camp Quatennens a tendu la main à Montebourg en disant, au fond, on pourrait discuter, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, on est plutôt proches les uns des autres, le programme que vous annoncez, il n'est pas si différent de celui de Mélenchon. Donc, on voit qu'il y a la nécessité de toute façon d'alliance. Je crois que le pari que fait Mélenchon, c'est de dire, de toute façon, à gauche, chez les socialistes, et il veut la mort du Parti socialiste. Je pense que pour lui, c'est véritablement un de ses objectifs. Il dit, ils n'auront personne véritablement à présenter, donc ils seront obligés de toute façon d'arriver les électeurs derrière moi. Les frondeurs
finiront par voter pour moi. Donc, et puis, les écologistes, de toute façon, ils sont toujours les mêmes démons. Ils sont déjà 3 sur la liste des primaires. On ne sait toujours pas quand va avoir lieu ces primaires. Bon, la vague verte, ben, au fond, elle n'est peut-être pas si importante que ça, sans quoi il n'a peut-être pas tout à fait tort d'ailleurs. Donc, au fond, je me mets sur la ligne de départ et l'opinion publique, si elle continue comme ça à m'approuver, j'ai eu mes 150 000 voix tout de suite, et bien donc je vais y arriver et je serai dans une position telle qu'ils seront obligés de me suivre et d'être derrière moi. C'est, je pense, le pari qu'il est en train de faire. C'est un vrai pari parce qu'il n'a pas beaucoup de réseaux. Le PC, je pense, sans doute présentera un candidat parce qu'ils sont échaudés de ce qu'ils ont déjà tenté avec lui les fois précédentes. Le PS ne se couchera pas pour Jean-Luc Mélenchon et à mon avis, les écologistes non plus. Donc quand Olivier Faure dit, eh ben, après la déclaration de Mélenchon comme candidat, Macron a sans doute débouché une bonne bouteille, il n'a peut-être pas tout à fait tort, parce qu'on risque d'avoir effectivement une gauche très éclaté. Mais Mélenchon fait le pari que, en ce moment, compte tenu de l'état d'esprit des Français, eh bien, lui, il propose le programme qui va les séduire. Là où, à mon avis, il fait une grande erreur, peut-être, c'est qu'il pense qu'il va pouvoir attirer des électeurs de gauche qui sont aujourd'hui électeurs de Marine Le Pen. Ceci étant, s'il arrive à jouer pendant longtemps la carte du vieux sage, du protecteur, insistant sur la solidarité, je pense qu'il a peut-être une carte à jouer, mais on est loin des élections. On voit très bien qu'il arrive sans arrêt des tas d'événements qui font qu'on est bien obligé de s'adapter très très vite. Donc je ne suis pas sûre qu'il va vite y arriver. La seule loi de l'histoire, disait notre ami Max Gallo, c'est la surprise. David Jays. Oui, je pense que c'est un peu audacieux de se risquer à des pronostics pour la présidentielle de 2022, tant la situation politique est extrêmement fluide. On a le sentiment aussi d'une vie politique complètement en apesanteur. On a eu des élections municipales fractionnées, avec plusieurs mois d'intervalle entre le premier et le second tour, un taux d'abstention record, dont il est difficile d'ailleurs de démêler la part structurelle de la part conjoncturelle. S'agit-il d'un désenchantement démocratique qui croît et qui finit par contaminer les élus qui étaient pourtant jusqu'à naguère les plus populaires auprès des Français, à savoir ces élus de proximité que sont les maires, ou les gens ont-ils plus simplement eu peur de la Covid? Difficile à dire. À ce stade, les deux personnalités politiques les plus susceptibles d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, mais je dis bien à ce stade, puisque tout va évoluer dans les mois qui viennent, sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est-à-dire le même casting qu'en 2017. Et l'un comme l'autre sont à la tête de formations politiques très peu implantées dans les territoires. La République en marche a fait de très mauvaises municipales et on l'a moins souligné, le Rassemblement national de même. Le Rassemblement national avait fait une bonne performance au municipal de 2014. Il était apparu, il s'était solidifié et il avait conquis quelques bastions. Il a plutôt reculé sur ces municipales 2020. Et à côté de ça, les partis, si j'ose dire, traditionnels, républicains et socialistes, consolident leur ancrage local en faisant plutôt de bonnes municipales. Mais ces partis, au niveau national, sont complètement aphones. Toute référence à une situation présente est purement fortuite, cher Philippe. Donc, on n'a pas de candidat qui s'impose dans ces partis. Et ce qui était amusant d'ailleurs, c'est que les challengers potentiels pour les présidentielles, que ce soit Arnaud Montebourg, par exemple, à gauche, ou Xavier Bertrand à droite, ne sont plus dans les formations politiques que j'indiquais à l'instant. Ils sont en dehors. Et ça, c'est une rupture majeure. Longtemps, on a cru qu'avoir un parti, c'était un formidable et incontournable tremplin pour devenir président de la République, parce qu'un parti possède des capacités organisationnelles, un vivier de candidats. C'est aussi, soi-disant, un espace de réflexion intellectuelle pour fabriquer des projets. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, c'est même vécu comme un obstacle. Et donc, il faut montrer qu'on sort des partis et qu'on construit son chemin soi-même.
Cette apesanteur dont je parlais risque de continuer longtemps. La commission Debré va probablement proposer un report des élections départementales et régionales, qui ne semble pas, effectivement, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, intéresser grand monde à ce stade, compte tenu de la gravité de la crise sanitaire ainsi que de la crise terroriste, qui revient malheureusement. Et le débat public, me semble-t-il, est tout à fait calamiteux. Ça a commencé d'ailleurs avec la Covid, où l'échange de paroles raisonnables dans l'espace public a été rendu très difficile, en particulier par certains de ces experts qui étaient davantage sur les plateaux de télévision que dans des services d'urgence ou dans des salles d'opération. Je trouve par ailleurs que le professeur Raoult, qui a asséné des choses comme le fait qu'il n'y aurait pas de deuxième vague ou bien qu'elle serait inoffensive, a profondément déstabilisé le débat parce qu'il a une position d'autorité scientifique qui lui donne une certaine crédibilité et parce que par ailleurs les médias s'en gargarisent, pris qu'ils sont dans une course à l'audience. Et puis, cette dégradation du débat public a continué après cet horrible assassinat du professeur Paty, cet horrible attentat islamiste. Nous sommes dans un climat intellectuel épouvantable. Sommes-nous capables d'autre chose, à part au nouvel esprit public, que de nous jeter des invectives à la face? Il m'a semblé, après l'attentat qui a vu cet enseignant assassiné, que le pays se partageait entre islamophobes et islamo-gauchistes. Des mots que l'immense majorité des Français, dont l'immense majorité des Français n'avaient pas entendu parler quelques semaines auparavant. Donc c'est une folie totale et je pense que les gens ordinaires se désintéressent de plus en plus de cette sphère politico-médiatique. Donc pour moi, il y a une réelle inquiétude, un désintérêt croissant des Français vis-à-vis de la politique organisée, un affaiblissement qui continue des partis au niveau national, ceux-ci se consolidant dans leur position de syndicat d'élus, et un débat public qui se dégrade à grande vitesse. Donc je crois qu'il y a un besoin immense et urgent de délibération collective dans ce pays, en particulier compte tenu des défis qui sont les nôtres. Lionel Zinsou. Oui, moi je serais moins sévère pour Jean-Luc Mélenchon sur le choix du moment où il annonce sa candidature et plus sensible à ce qu'a dit Béatrice, sur le fait qu'il a quand même été écouté et ça a quand même eu beaucoup d'écho, il est dans beaucoup de conversations. Parce qu'on est quand même déjà sûr que Marine Le Pen sera candidate, on est sûr qu'Emmanuel Macron est candidat, donc se cacher beaucoup plus longtemps pour dire qu'on est candidat, ça ne sert pas à grand-chose. En réalité, il y a beaucoup, y compris dans l'action du président de la République, il y a beaucoup dans les célébrations mémorielles, dans un certain nombre de réformes qui se poursuivent, dans l'importance du plan de relance qui est mobilisé depuis l'été dans la loi de finances, dans l'action internationale, il y a beaucoup de positions, de postures qui sont clairement préélectorales, enfin qui ont en tout cas d'importantes conséquences tout à fait mesurées en matière électorale. Donc, ce n'est pas forcément déraisonnable d'être là où sont les principaux candidats. Il a quand même fait 19,5% des voix dans des élections présidentielles. C'est pas si fréquent que cela. C'est des chiffres qui n'ont pas été atteints par M. Édouard Balladur ou par M. Lionel Jospin dans leur position de Premier ministre. Donc, on ne peut pas le considérer comme un candidat anodin, ni comme un candidat inexpérimenté. Le fait de s'y reprendre à 3 fois, ça a très bien réussi à François Mitterrand, à 2 fois à Jacques Chirac. Donc franchement, je serais quand même vigilant sur le fait qu'il y a pas quelque chose de rationnel, en fait. Il y a quelque chose de rationnel à se présenter maintenant. Alors, cela dit, vous insistez sur le fait qu'il a perdu de la crédibilité avec des formules comme « la République, c'est moi », avec de l'agressivité contre tous. Mais je me demande si ça, ce n'est pas une tendance assez forte. Alors, il y a un petit peu de Bolsonaro là-dedans, il y a un petit peu de Trump. Est-ce que les opinions publiques aiment, en dehors de la protestation, est-ce qu'elles aiment en ce moment, dans beaucoup de grandes démocraties, quelque chose qui ressemblerait à de l'hubris, de l'arrogance, de la violence verbale,
Peut-être, en fait. Faire attention, il y a peut-être des goûts de l'opinion publique sur ce genre de posture. On est dans une situation que vous décrivez comme très fracturée, très divisée, mais du coup, ça libère un style, une forme de parole qui est oui, j'ai de l'expérience, oui, l'histoire m'a donné raison sur tous les éléments de mon programme, oui, je suis solidaire et protecteur. D'ailleurs, quand je prends des positions sur la Covid, elles sont assez solidaires et les gens aiment bien ça, mais en même temps, j'ai une capacité de représenter, en dehors de votre besoin de solidarité et de protection, de représenter votre colère. Donc, c'est le candidat de la colère. Je pense qu'il va continuer à être dans la colère et je pense que la colère a une certaine bonne fortune électorale, même si Trump, par des aspects indécents, il y a parfois des aspects un peu indécents chez Jean-Luc Mélenchon, il a quand même plus de voix en 2020 qu'en 2016. Heureusement, il en a moins que Joe Biden. Mais enfin, je ne suis pas sûr que des accents populistes ne soient pas des accents assez prisés, en fait, dans la période actuelle. Donc, franchement, je ne le minimiserai pas du tout, d'autant plus que la fragmentation, la balkanisation de la gauche, et même des écologistes, fait que, d'une certaine manière, il est quand même le candidat de gauche le plus crédible. Le Parti socialiste est prêt à passer son tour. Les écologistes qui n'ont pas eu une poussée si forte que cela aux élections municipales, les grandes villes, les grandes métropoles ont caché le fait qu'au total, ils ne représentent pas un nombre de voix très important. Donc, dans les forces de gauche qui n'ont pas l'air prêtes à se coaliser de toute façon, il pourrait être le vote utile à gauche. Et comme Emmanuel Macron a quand même pris des distances significatives avec l'électorat de gauche qu'il avait porté, il peut y avoir une radicalisation d'un certain nombre d'électeurs de gauche déçus par le macronisme, puisque le macronisme s'effrite un petit peu, notamment à l'Assemblée. Il y a peut-être, au fond, en dehors de reconvertir des électeurs qui furent des électeurs de gauche et qui sont au Front National, il y a aussi la capacité peut-être d'aller moissonner un peu du côté de la gauche déçue du macronisme. Il me semble que son problème principal, c'est qu'il n'a pas des relais sociaux très importants parce qu'il a beaucoup plaidé pour la convergence des luttes. Il a eu, je crois, de grands espoirs dès l'automne, premier automne du président de la République, que dans la rue, la rentrée sociale serait terrible, les ordonnances sur le marché du travail mettraient la France dans la rue. On ne peut pas dire que la convergence des luttes ait beaucoup fonctionné. Le mouvement des Gilets jaunes lui a été complètement étranger et on ne peut pas dire qu'il ait eu des positions en flèche sur la réforme des retraites et les manifestations qui les ont accompagnées. Donc, je pense qu'il a du travail à retrouver les tendances essentielles du mouvement social et répondre à ce que les travailleurs souhaitent et ce que leurs syndicats expriment. Et ça demandait du temps. Et donc, je pense que ce n'est pas déraisonnable dans sa situation de s'être présenté tôt. Alors, est-ce que le président de la République peut y voir une menace? Est-ce que les 600 000 voix qui avaient manqué à Mélenchon pour être au deuxième tour vont lui manquer encore? Est-ce qu'il va lui en manquer beaucoup plus? Je crois que le président de la République, comme l'a dit Jean-Louis, est assez bien positionné. D'abord, au moment du quinquennat où nous sommes, il a encore, par rapport à ses deux prédécesseurs, un peu plus de popularité. Ensuite, moi, je pense que la conjoncture 2021, deuxième semestre, et 2022, premier semestre, ne sera pas si mauvaise pour lui. Parce que, vous savez, mécaniquement, de même qu'on a eu une reprise économique en V au troisième trimestre de 2020, on devrait avoir, si les candidats vaccins fonctionnent, et si on a des rebonds comparables post-second confinement, ce qui est très probable, et si l'épargne forcée se dépense, on devrait avoir des chiffres qui, facialement, en comparant
l'année 2021 à l'année 2020 seront convenables, avec une reprise assez rapide de la tendance qui était une tendance à baisse du chômage avant la rupture majeure du deuxième trimestre, mais qui pourrait se reconstituer tout de même assez vite. Assez vite, ça veut dire fin de l'année 2021, c'est-à-dire les mois clés pour que l'opinion cesse d'être dans l'idée que le gouvernement a été impuissant. Et mécaniquement, vous aurez des chiffres de croissance qui seront des chiffres historiques si nous sommes bien dans une situation sanitaire maîtrisée. Si bien que je pense que préemptant un certain nombre de sujets de façon assez crédible sur la transition énergétique avec des sommes importantes, faisant bouger l'Europe sur des éléments très significatifs, je pense que le président de la République préempte à gauche et à droite. À droite, c'est évident avec le personnel Jean Castex ou Gérald Darmanin, mais également tout de même à gauche et du côté des écologistes. Et donc, je pense que les chiffres actuellement peu favorables, encore qu'ils le donnent toujours présent au second tour, reflètent une situation temporaire de récession exceptionnelle, d'angoisse exceptionnelle, de colère exceptionnelle, mais normalement, ça ne devrait pas être pire. Fin 2021, ça devrait être bien meilleur. Et donc, le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est de retrouver une base sociale, de recoller aux syndicats et au mouvement social. Ça prend du temps, parce que pour l'instant, le président de la République, lui, est un candidat au présidentiel très puissant, très efficace. Jean-Louis Bourlanges. Oui, quelques très brèves remarques. Je suis très sensible à ce qu'a dit Béatrice sur le look de Mélenchon. D'abord, je crois que Mélenchon est extraordinairement doué. C'est quelqu'un, je l'ai vu faire des numéros à l'Assemblée nationale de défense des gendarmes, par exemple, ou de solidarité avec M. Paty, qui était vraiment admirable et qui conduisait les parlementaires, dont moi d'ailleurs parfois, à se lever pour l'applaudir. Mais en même temps, il y a chez lui quelque chose, et ça c'est très très difficile à gérer, quelque chose qui s'apparente à un Dr Jekyll et à un Mr Hyde. Il est patelin, il met son costume, il est drôle, il a de l'humour, etc. Et derrière ça, il y a quand même une espèce de violence fondamentale qui est celle de ses thèmes et même celle de son comportement et qui est inquiétante, mais qui est aussi à la base de ses succès, parce que c'est parce qu'il incarne cette violence qu'il incarne cette protestation. Donc il aura, à mon avis, une difficulté à bien faire cadrer, coïncider ces deux faces de sa personnalité. Et là où je comprends très bien ce que dit Lionel et ce que dit Béatrice, c'est qu'effectivement, il est quand même très bon, alors qu'à gauche, il n'y a pas grand monde de très bon. Olivier Faure est très sympathique et certainement très fin, mais ce n'est pas un leader. Madame Hidalgo, on en voit les limites quotidiennement. Les Verts ont donné lieu, nous ont offert un festival de gaffes, et donc il a quand même quelque chose, c'est quand même quelqu'un qui a du métier. Oui, c'est ça que je dirais de Jean-Luc Mélenchon. Il est candidat et il est bon parce qu'il a du métier, et il aura du mal à percer parce que les Français n'ont pas envie d'avoir un homme politique qui a du métier, mais d'avoir un homme politique qui incarne aujourd'hui autre chose et plutôt un avenir qu'un passé. Merci. Je vous propose de passer maintenant à notre sujet de politique étrangère. Joe Biden n'a pas eu beaucoup d'occasions de développer ses intentions en matière de politique étrangère. Toutefois, certaines de ses prises de position récentes et surtout ses initiatives comme sénateur, puis président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat et vice-président de Barack Obama, éclairent sur ses orientations diplomatiques. Dans un article de Foreign Affairs, Joe Biden a annoncé qu'il prendra une fois élu des mesures immédiates pour renouveler la démocratie et les alliances des États-Unis. Il reviendra dans l'accord de Paris sur le climat, ainsi qu'au sein de l'Organisation mondiale de la santé quittée par Trump au début de l'année. Le démocrate rejoindra les Européens sur le nucléaire iranien. Si l'Iran revient à une application stricte de l'accord nucléaire, les États-Unis retourneront à cet accord comme point de départ à des négociations avec Téhéran. Sur Israël, il ne reviendra pas sur le déménagement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, tout en répétant sa volonté d'œuvrer pour une solution à deux États.
Il a également estimé que les États-Unis devraient faire davantage pression sur la Turquie pour réduire les tensions avec la Grèce. Dans les années 90, alors sénateur, Joe Biden a soutenu l'intervention militaire des États-Unis en ex-Yougoslavie. Il a voté en 2003 en faveur de l'intervention en Irak. Alors qu'il était vice-président de Barack Obama, il a appuyé en 2011 l'intervention occidentale en Libye, de même qu'il a soutenu la non-intervention en Syrie après les bombardements chimiques de Bachar al-Assad, qui constituaient pourtant officiellement une ligne rouge à ne pas franchir. Aux côtés de Barack Obama, il a participé activement à la politique dite du pivot, ce basculement stratégique du déploiement de la puissance américaine en se détournant de l'Europe et du Moyen-Orient pour se porter vers l'Extrême-Orient, visant explicitement à contenir la puissance chinoise ascendante. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, alors moi je suis surpris par les réactions françaises ou européennes sur cette question de la politique américaine, parce qu'il y a deux tendances. L'une qui est de dire peu de choses vont changer en fin de compte par rapport à Trump, parce que les États-Unis s'étaient déjà éloignés un peu de l'Europe, avaient une théorie du pivot du monde qui se déplaçait vers l'Asie et le Pacifique. Donc, au fond, il ne faut pas que les Européens aient des illusions. Bon, première façon d'aborder. Deuxième façon d'aborder, au fond, il va faire la même chose qu'il a fait précédemment quand il était le vice-président d'Obama. Alors, il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est que c'est probablement le président des États-Unis le plus compétent en politique étrangère depuis très longtemps, parce qu'il y a ce qui a été rappelé sur son rôle de sénateur à la Commission des Affaires étrangères, et il y a toutes les missions diplomatiques qui ont été conduites à la demande d'Obama par lui, notamment assez active, on le sait, en Ukraine, enfin, sur beaucoup de terrains. On sait que seul président catholique d'origine irlandaise depuis, enfin unique d'ailleurs avec John Kennedy. On sait qu'il a une fibre irlandaise et même des attaches françaises qui font qu'il a, au fond, il n'est pas enfermé dans le Middle West. Et donc, je pense qu'il a une très grande expérience, mais qu'il sait aussi qu'on ne va pas revenir à la situation de la politique d'Obama, parce qu'on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, et qu'entre-temps, le monde a profondément changé. La puissance chinoise s'est affirmée dans beaucoup de domaines de soft power, de pouvoir militaire, etc., de pouvoir financier, parce qu'entre-temps, la Turquie s'est hissée à un rang de grande puissance plus que régionale, parce que énormément de choses ont changé. Donc, ça sera forcément quelque chose de différent d'Obama et de très différent de Trump. Et je voudrais revenir sur quelques idées reçues. Par exemple, sur Israël, il y a sûrement une très grande déception. Non, il y a une grande déception de M. Netanyahou, mais M. Netanyahou en Israël a quelques problèmes de cohabitation, quelques problèmes judiciaires, et n'est pas le représentant de la majorité israélienne très claire. Par ailleurs, le vote de la communauté juive américaine, oui, il est légèrement plus faible qu'à certains moments de l'histoire, au sens où ils n'ont voté démocrate qu'à 80% en 2018 dans les élections de midterm, et pour Joe Biden, semble-t-il, autour de 70%. Ça veut quand même dire qu'il y a, avec la communauté israélienne des États-Unis, qui est très importante, M. Netanyahou lui-même est de nationalité américaine, il y a quand même des affinités extrêmement profondes qu'on retrouve dans l'État de New York, qu'on retrouve à Wall Street, qu'on retrouve dans de grands intérêts économiques qui ont soutenu majoritairement, Wall Street a soutenu par ses contributions majoritairement la candidature sur le plan financier, la candidature de Joe Biden. Donc sur Israël, c'est pas du tout manichéen, il faut quand même se départir de l'emprise psychologique de Donald Trump, qualifié de roi d'Israël. Personne n'a jamais fait mieux et plus que moi pour Israël. Non, c'est pas vrai. Les démocrates sont parfaitement capables d'être extrêmement proches d'Israël, tout en voulant une évolution forte sur la question palestinienne qui avait été maltraitée, martyrisée
par Trump. De même qu'on dit les pays du Golfe sont très inquiets parce que c'est le retour à Obama qui préférait la paix avec l'Iran. Bon, il va sûrement y avoir effectivement un retour des États-Unis sur la politique iranienne de Trump, ça va de soi. Mais enfin, ce qu'on dit dans le Moyen-Orient et qui est parfaitement avéré, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conversations directes entre l'Arabie et l'Iran, qu'il y a des efforts de l'Union des Émirats arabes pour se désengager de la guerre au Yémen, ce qui suppose d'une façon ou d'une autre des conversations secrètes avec l'Iran. Il y a quand même des monarchies comme celle de Dubaï qui sont profondément iraniennes et qui parlent parsi en famille. Donc c'est beaucoup plus complexe que de penser. L'ensemble des pays du Golfe sont très inquiets parce que ça y est, on va changer l'équilibre des forces. Les économies du Golfe sont touchées par de nombreux facteurs de crise, et notamment du prix du pétrole. L'Iran est à genoux économiquement. Il y a de nombreuses raisons de penser que les conversations secrètes qui sont en cours sont des conversations qui pourraient aboutir à des éléments de détente et qu'il n'y a pas cette espèce de bellicisme permanent, parce que la situation a profondément changé, notamment sur le plan économique. Et puis alors, le multilatéralisme, évidemment, c'est très important. Et tout va changer, c'est-à-dire que les États-Unis reviennent à l'OMS, mais il n'y a pas que l'OMS. Les États-Unis avaient imposé un candidat nord-américain à la tête de l'organisation des États, l'OIE, l'organisation interaméricaine, qui est très importante sur le plan économique. Bon, et là, à l'évidence, on va aller vers une détente. Il y a aussi l'Organisation mondiale du commerce, où l'administration Trump voulait absolument bloquer, et était parfaitement parvenue, cette organisation, qui est quand même essentielle pour la régulation de la mondialisation post-Covid et qui est essentielle pour les relations avec la Chine. L'OMC va évidemment être soulagée. Et puis, c'est vrai, partout en Afrique, on est extrêmement sensible au fait que la position de Trump, seul président des États-Unis qui n'est jamais allé en Afrique pendant son mandat, ni d'ailleurs dans sa vie, qui a essayé de dynamiter le principal bailleur de fonds du continent, la Banque africaine de développement, pendant plusieurs mois, et tout ça au nom de la destruction systématique du multilatéralisme. Tout ça va revenir probablement à quelque chose d'infiniment plus normal. Quant à la relation avec la Chine, il est évident qu'elle va changer, probablement s'apaiser, se régler autrement, quand bien même il y a une attitude bipartisane de containment, de volonté de contenir sa puissance, mais qui sera infiniment plus subtile. J'attire votre attention sur le fait que les mesures de guerre commerciale qui ont commencé avec l'Europe et qui vont sûrement se détendre, mais les négociations commerciales et les tarifs très importants et prohibitifs qui ont été appliqués à la Chine sont un échec total de la politique de Trump, puisque d'abord le déficit commercial des États-Unis s'est creusé, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il s'est creusé vis-à-vis de la Chine. Donc c'est un échec complet. En revanche, les milieux économiques, rappelez-vous qu'en 2019, ça a été un facteur dépressif de l'économie, étaient très inquiets du fait que cette guérilla commerciale, qui n'avait aucun effet de rééquilibrage du commerce extérieur, en revanche, menaçait la croissance, réduisait la croissance chinoise, laquelle est un moteur de la croissance mondiale. Et donc, clairement, c'est quelque chose qui va complètement changer. Donc, à mon avis, évacuons les idées reçues. Ça ne sera pas du Obama, mais ce sera très, très, très différent de Trump, et tous les pays l'attendent, et tous, grosso modo, sont très contents, sauf peut-être le Brésil officiel, du résultat des élections. Béatrice Gibelin. Moi, je souscris à ce qu'a dit Lionel, en particulier ce qu'il dit du Moyen-Orient et des pays du Golfe. Les choses sont bien sûr bien plus complexes
que cette lecture un peu simpliste, ah là là, l'Arabie saoudite perd un allié, Israël perd un allié avec l'échec de Trump. Non, certainement pas. Et dans la mesure où Biden a dit d'entrée de jeu, eh bien, je laisserai l'ambassade à Jérusalem, c'est pas seulement tellement pour un électorat juif, mais c'est pour un électorat évangéliste qui est extrêmement important, qui avait effectivement beaucoup voté Trump, incontestablement, et avec lequel Biden ne peut pas ne pas en tenir compte, parce qu'il pèse lourd désormais. L'autre point qui me semble intéressant, c'est que la relation avec l'Europe va aussi s'apaiser. Alors on peut dire, au fond, la façon dont Trump a traité l'Allemagne, a traité l'ensemble de l'UE, a obligé les Européens à se réveiller et d'une certaine façon à prendre en charge un peu mieux leurs affaires et ne pas s'en remettre sans arrêt à l'oncle Sam. Mais je pense qu'effectivement, Biden va beaucoup plus respecter l'UE. Lionel a rappelé qu'il avait des origines irlandaises. Par exemple, il a pris des positions très claires sur le fait qu'il n'était pas question qu'on puisse remettre en cause, en tout cas que les Britanniques ne respectent pas le traité qu'ils avaient signé et qui avait amené enfin la paix au sein de l'Irlande et avec le Royaume-Uni. C'est quelque chose d'important. Pour Boris Johnson, c'est sans doute une assez mauvaise nouvelle que l'arrivée de Biden. Est-ce que son fameux accord bilatéral qu'il voulait passer avec les États-Unis, d'abord il ne l'avait pas encore passé avec Trump, mais avec Biden va faire le choix, je pense, de l'UE plus que le choix du Royaume-Uni. Donc ce sont des choses qui sont importantes véritablement pour l'UE. Ceci étant, ça ne veut pas dire que tout va se passer de façon facile. Biden, il va défendre, par exemple, l'aéronautique américaine contre l'aéronautique d'Airbus, par exemple. Dans ces affaires-là, il défendra les intérêts américains sans aucun doute. Je reviens aussi sur l'accord avec l'Iran. Je pense que Biden a déjà dit que la politique des sanctions américaines très sévères n'était pas une politique qui portait des fruits très positifs. Or, on risque fort, effectivement, d'avoir, pour l'Iran qui est à genoux, c'est incontestable, et qui ont véritablement besoin de sortir de cette situation, on va avoir dans le ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, qui va sans doute reprendre pour les réformateurs iraniens, c'est extrêmement important. Et Zarif va peut-être pouvoir reprendre langue, ce sera peut-être John Kerry qui avait déjà négocié sur l'accord nucléaire, va pouvoir reprendre langue. Et je souscris totalement à ce qu'a dit Lionel sur le fait que les relations entre l'Iran et les Émirats, en particulier Dubaï, où il y a énormément d'Iraniens, où on faisait beaucoup d'affaires entre l'Iran et les Émirats, mais qui était la porte de l'ouverture pour l'Iran sur un espace beaucoup plus vaste, elles n'attendent qu'une chose, sans doute, c'est de repartir. Donc, et dans le comportement, je crois que c'est ce qu'a dit aussi Lionel, c'est très important, le vocabulaire a changé. Le vocabulaire de mépris qu'utilisait sans arrêt Trump, visiblement, on a l'impression qu'on trouve un vocabulaire sur la dignité, sur l'humanisme, les positions qu'il a prises sur Hong Kong, par exemple, ou sur les Ouïghours, ou sur Taïwan, bien sûr, dans la défense de Taïwan, ça me semble être des choses importantes. Alors, il n'est pas dit du tout qu'il l'emportera, mais en tout cas, les États-Unis vont rechanger d'image. Est-ce que Trump avait, j'allais dire, démoli, foutu en l'air le soft power américain? On peut penser qu'on peut retrouver peut-être dans une autre attitude de Biden, et peut-être que l'attitude au moment des vaccins du Covid-19 et que l'attitude des États-Unis vis-à-vis du reste du monde sur les vaccins du Covid-19 peuvent peut-être donner des choses positives pour les États-Unis. Donc moi, je serais aussi optimiste que Lionel. Merci, David Chase. Oui, alors moi, je suis un peu plus circonspect. D'abord, il y a un certain nombre de recours qui sont en cours, il y a des opérations de recomptage, et même si
la victoire de Biden fait aucun doute à ce stade, elle risque quand même d'être compliquée par une majorité républicaine au Sénat. On attend les résultats de la Géorgie en janvier. M. Biden risque de passer beaucoup de temps à négocier soit avec M. Mitch McConnell, qui est le leader tout-puissant de la majorité républicaine au Sénat, soit avec les quelques sénateurs républicains très accommodants, anti-trumpistes notoires, qui l'ont félicité très, très précocement. Je pense par exemple à M. Romney ou à M. Mulroney. Et puis, Trump a tout de même augmenté son total de voix. Donc, M. Biden est élu, mais il n'est pas extraordinairement bien élu. Ce n'est pas la vague bleue que d'aucuns, avec leur légendaire lucidité, avaient anticipé. Et tout de même, je crois qu'il aura fort à faire, effectivement, pour s'affirmer dans cet équilibre institutionnel. Je rappelle aussi que la Cour suprême est théoriquement avec une majorité conservatrice consolidée. Maintenant, je dirais que son élection est tout de même porteuse de certaines opportunités, mais qu'il y a aussi des points de vigilance. Alors sur les opportunités, bien sûr, là je souscris à ce qui a été dit, la foi dans le multilatéralisme est une véritable bouffée d'oxygène. D'abord, M. Biden va réintégrer l'accord de Paris, et la conjonction de cette annonce avec l'annonce de la Chine qui a proclamé un tournant stratégique puisque M. Xi Jinping a décidé d'amener la Chine au zéro émission carbone en 2060 avec un point d'inflexion en 2030, nous laisse imaginer que la décarbonation va peut-être être l'enjeu de la guerre froide que la Chine et les États-Unis vont se livrer de plus en plus dans les prochaines décennies. C'est à qui va décarboner le plus vite, en quelque sorte, qui va produire le plus d'innovations technologiques. Je ne sais pas qui va inventer le premier avion à hydrogène, qui va développer les voitures autonomes et non polluantes. En tout cas, il est probable que cette rivalité fasse beaucoup plus avancer la cause écologique que ce qui s'est joué dans le mouvement écologiste ou même en Europe ces 30 dernières années. Et c'est un peu ironique et amer à la fois de le constater. Mais bon, il vaut mieux que ce soit la décarbonation qui soit l'objet de cette nouvelle guerre froide qu'une nouvelle course aux armements ou au nucléaire. L'autre point, c'est effectivement la réintégration des États-Unis dans les grandes organisations internationales et le fait d'assumer à nouveau un leadership, que ce soit effectivement l'OMS, l'OTAN, l'OMC, toutes ces organisations vont retrouver du poil de la bête, même si je ne suis pas sûr que le retour à un business as usual après la disruption trumpienne soit forcément intégralement une bonne nouvelle. On peut espérer de ce point de vue-là que Biden ait tiré les leçons à la fois de l'élection de Trump, de ce qui se joue dans les sociétés occidentales, en particulier dans la classe moyenne occidentale vis-à-vis de la mondialisation. Sur la relation à l'Europe, et ça c'est peut-être le point le plus intéressant, Biden, à mon avis, va s'inscrire en rupture avec Trump, mais aussi avec Barack Obama. Barack Obama était originaire de Hawaï et il avait aussi des origines du Kenya. Et il s'intéressait beaucoup plus, au fond, à l'Asie et à l'Afrique qu'à l'Europe, même s'il n'a pas fait grand-chose pour l'Afrique, en tout cas beaucoup moins que ce qu'on aurait pu en attendre. Biden, c'est un homme de 78 ans, donc qui a grandi dans la tradition transatlantique, qui a des origines européennes et qui a été congressman presque toute sa vie politique. Donc, il a une longue habitude de ces centaines de délégations parlementaires venues d'Europe qu'il a reçues, des centaines de délégations auxquelles il a participé en Europe également. Et de ce point de vue, il ressemble un peu à M. Kerry, c'est-à-dire qu'il a des attaches et des amis en Europe. Et ça facilite beaucoup, beaucoup le dialogue stratégique. Alors, là encore, et je voudrais terminer sur ça, Philippe, il me semble qu'il y a une ambiguïté, parce que s'il y a un rapprochement très fort avec l'Europe, par contraste avec Trump, mais aussi avec Obama, ça veut dire qu'il va y avoir un rapprochement très fort avec l'Allemagne. Or, l'Europe était dans ces dernières années dans une dynamique intéressante, précisément parce que l'Allemagne, qui était prise en étau entre des États-Unis de moins en moins fiables et une Chine expansionniste, avait questionné son modèle mercantiliste et extraverti. Je dirais que la double déflagration de Trump et du Covid a fait évoluer l'opinion allemande, la classe dirigeante allemande, le patronat, la classe politique, sur la nécessité de s'impliquer davantage dans l'Europe comme espace de coprospérité. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, ça nous permet d'avoir un vigoureux plan de relance, par contraste avec l'inflexibilité allemande dans le sillage de la crise financière, qui avait accouché de 10 années d'austérité absurde et éprouvante pour l'Europe du Sud. Donc on mesure aujourd'hui, avec toutes les règles budgétaires qui sautent, à quel point l'austérité des années 2010 n'avait pas grand sens. Donc il ne faudrait pas que le réchauffement États-Unis-Allemagne marque un retour à un business as usual en Europe.
c'est une bonne nouvelle que Biden soit beaucoup plus intéressé par l'Europe, mais il faut que l'Europe continue d'avancer par elle-même et d'affirmer son autonomie stratégique. Jean-Louis Bourlange. Oui, il faut analyser cette affaire à 3 niveaux différents. Je suis absolument frappé, comme Lionel, du caractère un peu absurde des commentaires qui fleurissent ici et là et qui disent en fait rien ne va changer, Biden est prisonnier des choix de Trump et ça va demeurer pareil. Je crois que nous sentons là cette vieille tradition de la bourgeoisie française consistant à trouver que ce sont toujours les cyniques qui sont les plus intelligents, ceux qui disent qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, qui ont la lucidité, et que les autres sont des idéalistes et des imbéciles. Je crois que c'est vraiment très sommaire, mais je pense qu'il faut distinguer 3 niveaux. D'abord, est-ce qu'il y aura une continuité avec Trump? Oui. Et il y aura une continuité avec Trump parce qu'il y a une continuité de Trump par rapport à Obama. Nous voyons bien que les tendances fondamentales sont très, très différentes de ce qu'elles étaient. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire David. Je comprends certes que Biden est beaucoup plus ouvert à la grande tradition atlantique du Parti démocrate américain, mais je pense que le pivot est quelque chose d'ailleurs qu'il a lui-même accompagné aux côtés d'Obama, et c'est quelque chose qui est fondamental. L'Europe a cessé d'être un modèle pour les Européens et a cessé d'être un enjeu parce que malgré tout, les Russes sont peut-être des interlocuteurs difficiles, mais ils ne représentent pas pour l'Europe une menace planétaire. Et les choses importantes se passent en Extrême-Orient. Et quant à l'Orient lui-même, le Moyen-Orient, c'est évidemment quelque chose qui reste extrêmement préoccupant. Mais comme personne n'a vraiment de solution et que personne ne veut s'y engager militairement, c'est plutôt quelque chose qui regardera les plus proches, c'est-à-dire nous, avec ce que ça comporte d'ailleurs d'inquiétant, comme nous le voyons jour après jour. Mais je pense que l'Europe restera quelque chose, un enjeu relativement mineur, et que l'enjeu asiatique va devenir très important. Deuxièmement, je crois aussi que la guerre commerciale, pas la guerre commerciale, mais la compétition commerciale va se faire sentir. Alors Lionel nous dit, c'est possible, je ne suis pas capable de lui répondre sur ce point, que les tensions vont s'apaiser avec la Chine. Elles vont également s'apaiser formellement avec l'Allemagne, mais quand même, les Américains sont très sensibles à la situation un peu avantageuse des Européens aux États-Unis, et ce qu'a commencé Trump, Biden ne devrait pas y renoncer comme ça. Donc je crois que là, de même, sur Jérusalem, c'est évident, mais c'est évident, il n'y a pas photo. Biden qui dirait « Ah, je renonce à faire de Jérusalem la capitale, à soutenir cette initiative », aurait été, retirer donc l'ambassade, aurait été dans une situation de rupture avec son électorat et avec la société américaine totalement risquée, enfin même impossible à tenir. Donc nous sommes bien là dans des continuités nécessaires. Mais je crois que c'est normal. La compétition économique va continuer d'exister et le pivot va continuer d'exister. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est très positif, ça a été dit par chacun d'entre vous, c'est le changement de style, le multilatéralisme et l'approche rationnelle des problèmes diplomatiques. On sort de cette espèce de diplomatie irrationnelle, chaotique, émotionnelle, violente, brutale, sur laquelle on ne pouvait rien bâtir de sérieux. Là, nous allons avoir à nouveau une administration compétente, une administration qui hiérarchise ses priorités, qui négocie en fonction de cette hiérarchie, qui essaie d'établir avec les interlocuteurs des relations civilisées. Tout ça va nous changer. Et c'est effectivement quelque chose de très précieux pour les Européens, parce que nous avons l'habitude de négocier comme cela. Et effectivement, c'est un problème pour M. Johnson, qui, lui, participe de la culture chaotique
de Trump dans sa façon d'aborder les problèmes internationaux. Donc là, il y a quelque chose de très profond qui va permettre d'avoir une relation transatlantique. Je ne dis pas qu'elle sera facile, mais qu'elle sera gérée de façon rationnelle et civilisée. Ça me paraît. Et alors évidemment, sur le multilatéralisme, c'est très important de voir ce qui se passera. L'OMC, c'est tout à fait important. L'OMS, un peu moins, mais c'est important. Et d'une façon générale, on a bien vu que le retrait de Trump, de l'Amérique trumpiste, des organismes multilatéraux s'était accompagné d'une montée en puissance de la Chine qui avait pris partout des positions dominantes à la FAO, etc., dans les instances multilatérales. Et ça, il va falloir le combattre. Et je pense que Biden va s'y efforcer. Donc c'est quelque chose, ce changement de style, c'est quelque chose de très important. Mais la troisième remarque que je ferai très rapidement, c'est que malgré tout, il a un problème. C'est que Biden, il est comme nous. Il appartient à un monde civilisé, à un monde de la négociation, à un monde du dialogue, à un monde rationnel. Et il est quand même confronté à des interlocuteurs qui, en quelques années, ont vraiment perdu le sens de ses valeurs. Il va se confronter au Brésil de Bolsonaro, ça ne va pas être facile. Il va se confronter à l'Arabie saoudite d'ABS, il va se confronter à l'Inde de Modi, il va se confronter à la Chine. Chaque fois, il va avoir des interlocuteurs qui sont des durs de durs, des gars qui n'y croient pas, qui ne croient pas à la négociation, qui croient vraiment à l'affrontement. Et là, on va avoir un problème, et il est possible que ça se traduise par un resserrement des relations euro-atlantiques, parce que nous serons peut-être les derniers mohicans de la civilisation multilatérale et de la politique extérieure telle qu'on a aimé la faire après 1945, ce qui ne nous a pas empêché les uns et les autres d'être très vigilants et très fermes vis-à-vis de l'Union soviétique. Merci. Donc, je vous propose que nous arrivions maintenant à la dernière de nos séquences, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai dans ces temps de confinement, on parcourt sa bibliothèque et puis on revoit un livre qu'on avait déjà lu et même ici déjà recommandé. Il s'agit d'un livre de Frédéric Béguin, paru chez Plomb, et intitulé Une prière pour l'école. C'est l'histoire de quelqu'un qui, pendant 1 an, parcourt la France et va parler avec des professeurs, des instituteurs, des responsables de cantines, des infirmiers, etc. Et c'était en 2018 que ce livre a paru, et tout ce qu'on y voit est extraordinairement riche pour les réflexions qu'on doit avoir aujourd'hui après l'assassinat de Samuel Paty. Je recommande notamment de lire à la page 116 de ce livre ce qui est arrivé à un enseignant du collège François Villon de Mulhouse, professeur d'art plastique, qui le 8 janvier 2015, au lendemain de l'attaque contre Charlie Hebdo, avait décidé de consacrer son cours à la caricature. Il a été suspendu pour 4 mois. N'oubliez pas de rejoindre notre campagne de financement sur notre site le nouvel esprit public sans séparation.fr. Lionel Zinsou. Alors, je vais subvertir la règle parce que je vais renoncer à ma recommandation littéraire pour prononcer 2 mots que j'aurais volontiers ajoutés à notre conversation sur les États-Unis. Ces 2 mots, c'est Kamala Harris. Et en recommandant à tous nos auditeurs de bien suivre chaque pas et chacun des discours de Kamala Harris. Elle est un capital international des États-Unis incroyable. La réaction dithyrambique de l'Inde à son élection, le fait qu'elle soit également jamaïcaine, le fait qu'elle soit également californienne, le fait qu'elle se revendique comme black, au fond, ma recommandation, ça va être un spectacle majeur. Intéressons-nous à Kamala Harris sur des dimensions et nationales aux États-Unis et très internationales. Merci Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, je vais recommander un livre de Raphaël Branche, qui est une historienne assez jeune encore, et son livre s'appelle « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» et qui est une enquête sur ce qu'elle appelle un silence familial. On sait qu'il y a eu le silence des appelés qui ont fait leur service militaire en Algérie. Il faut rappeler quand même que c'était 1,5 million de jeunes qui ont fait leur service militaire en Algérie. Et là, elle prend en fait
cette question non pas seulement sur le fait qu'il n'arrivait pas à parler, mais pourquoi il n'arrivait pas à parler compte tenu de la sociologie de la France telle qu'elle était à la fin des années 50, à partir du milieu des années 50 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, et comment cette société française a évolué après leur retour et les années, les dizaines d'années qui ont suivi. C'est une enquête sur ce silence et comment ce silence a évolué, comment il s'est métamorphosé et au fil du temps et jusqu'à nos jours. C'est Merci. extrêmement passionnant à lire. Merci. Extrêmement... Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais simplement dire, c'est complètement déphasé, je ne vais pas développer ça. J'ai passé ma semaine sur le contrat social de Rousseau. Et je suis assez critique de la volonté générale, toutes ces choses. C'est une pensée que j'ai toujours un peu, par rapport à laquelle je ne me suis jamais senti très en phase. Mais je voudrais dire que j'ai été, mais vraiment émerveillé de retrouver ce penseur. Et Rousseau est très mal connu. Rousseau n'est pas un utopiste. Rousseau est un homme très intelligent, très réaliste, très lucide. Ses conclusions sont peut-être contestables. Il est d'une honnêteté intellectuelle très grande et on ne sait pas très bien ce qu'il faut en tirer comme conséquence à la fin, mais on sait en lisant Rousseau qu'on a profondément modifié sa façon de voir. C'est comme Pascal, c'est un auteur comme Pascal dont la profondeur est immense et qui n'est pas suffisamment lu par les générations actuelles. Lisez Jean-Jacques Rousseau. Merci, David Jayes. C'est terrible, c'est bref, parce que j'ai envie de répondre à plusieurs interventions. C'est vrai que Rousseau, son style littéraire, par ailleurs, est magnifique. Et sur Kamala Harris, Lionel, je crois que vous avez oublié dans l'énumération que vous en avez faite qu'elle est francophone et qu'elle a passé de longues années à Montréal. Moi, pour ma part, je voudrais juste recommander le livre de l'historien Pascal Horry qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une nation ?» C'est un livre extrêmement intéressant, très érudit, très fouillé, comme toujours avec Pascal Horry, dans lequel il défend cette thèse que votre serviteur a aussi défendue naguère. Plus la mondialisation avance, plus le fait national avance aussi. Et si, au fond, le fait national n'était pas l'élément du mondial par excellence. Un livre passionnant. Merci. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compendium et qui m'a soutenu particulièrement dans cette émission, Nicolas Tourneau qui s'occupe de notre site, Olivier Magloire de notre campagne de financement, dont je vous rappelle que vous pouvez y contribuer sur le site de l'émission, et Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui sont notre producteurs. À la semaine prochaine pour un Nouvel Esprit Public.